Bonsoir à tous. Travail en miettes, chômage de masse. C'est le titre de cette soirée qui va se prolonger jusqu'à 22h30 et qui se veut un état des lieux. Un état des lieux de la législation sur le travail, un état des lieux des luttes sociales, mais aussi sûrement un état des lieux de la gauche face à la question sociale en cette fin d'année 2014, alors que la loi Macron dite sur la croissance et l'activité, puisqu'il s'agit toujours de libérer cette fameuse croissance qui est retenue prisonnière par des lois qui justement l'empêchent de se libérer, la loi Macron sera examinée par le Parlement à partir du 26 janvier. Pierre Jox, bonsoir. Bienvenue Bonsoir. dans cette rédaction de Mediapart que nous transformons en studio de télévision sur Internet à peu près une fois par mois. En face de vous, Edoui Plenel. Bonsoir. On vous a invité parce qu'il y aura un premier plateau où on va parler avec un avocat comme vous, puisque c'est votre fonction actuelle. Vous êtes avocat spécialisé dans le droit du travail et la défense des salariés. Il y aura un avocat, il y aura des chercheurs et c'est avec eux qu'on va essayer de faire justement un premier état des lieux. Où en est-on en France, justement, avec la question du travail et surtout sa réglementation. Et puis, dans un second temps, il y aura un second plateau avec des gens en lutte, des gens très différents les uns des autres. Il y aura un petit patron d'une petite PME de sous-traitance de Chronopost qui a été littéralement étranglé par Chronopost, tant et si bien qu'il a dû frauder l'URSSAF et le fisc. Il y aura une chômeuse de longue durée qui avait interpellé Jean-François Copé il y a 1 an à l'émission des mots et des actes. Il y aura des témoins des luttes qui se déroulent actuellement en France. Et on a pensé à vous parce que vous êtes une figure de la gauche, évidemment. Vous avez été ministre de François Mitterrand, vous avez été président de la Cour des comptes, vous avez été membre du Conseil constitutionnel. Et puis, dans les années 2000-2010, vous êtes redevenu avocat. Vous êtes devenu avocat, pardon. Vous vous êtes d'abord intéressé à la justice des mineurs, la justice des enfants. Et puis, le droit du travail, la justice sociale, et vous avez publié il y a 1 an maintenant, c'était au début de l'année 2014, ce livre, Soif de justice, au secours des juridictions sociales. Alors je vous pose la question évidemment qui est l'objet entier de ce livre. Quel a été votre constat ? C'est-à-dire, est-ce que malgré tout ce à quoi vous pouviez vous attendre, en défendant des salariés devant la justice prud'homale, est-ce que malgré tout ce à quoi vous pouviez vous attendre, vous avez quand même été surpris par un état de grande misère de ce que vous appelez la justice des pauvres, puisque les gens que vous décrivez dans ce livre, que vous racontez, vos choses vues, comme aurait dit Victor Hugo, ce sont des gens qui n'ont affaire dans leur vie qu'à cette justice-là. Dans quel état l'avez-vous trouvée, cette justice ? D'abord, je vous remercie de m'inviter d'abord et de me comparer à Victor Hugo. C'est pas vexant, mais c'est vrai que j'ai commencé par faire un reportage sur les juridictions sociales, comme je l'avais fait sur les juridictions pour enfants. Et ce que d'abord j'ai découvert, parce que je crois que comme beaucoup de gens, je ne connaissais pratiquement pas les juridictions sociales, à part les prud'hommes. Tout le monde connaît plus ou moins le conseil des prud'hommes. Et pour la plupart des gens, ne connaissent pas du tout ni les tribunaux des affaires de sécurité sociale, ni les commissions départementales d'aide sociale, ni les tribunaux du contentieux de l'incapacité. Ils ne connaissent pas. Même beaucoup d'avocats, beaucoup de magistrats, etc. Alors, la problématique, c'est que l'ensemble de ces juridictions sociales, du travail ou de la sécurité sociale, rendent 500 000 décisions par an. Je parle de décisions au fond. Il y a 3 millions de décisions par an dans la justice française. 2 millions, c'est les affaires civiles. 500 000, c'est le droit pénal. 500 000, c'est les juridictions sociales. C'est-à-dire que ces juridictions sociales, très ignorées, souvent inconnues, rendent tous les ans 500 000 décisions, c'est-à-dire qu'il y a tous les jours ouvrables 2000 décisions qui tombent sur des gens qui sont au prud'homme ou qui arrivent en retard à la sécurité sociale, l'incapacité, tous ces domaines où ce sont alors essentiellement des pauvres gens, c'est vrai, mais souvent, très souvent, des gens plus que pauvres, précaires, beaucoup d'étrangers, beaucoup de mères célibataires, beaucoup de gens à l'abandon. Et c'est un peu terrible parce que la pauvreté de la justice en général en France est encore accentuée, j'avais remarqué dans la justice des mineurs, c'est encore accentuée dans ces juridictions sociales qui souvent fonctionnent essentiellement grâce au dévouement, on dirait même au cœur d'un certain nombre de magistrats ou de fonctionnaires qui s'imposent des conditions de travail impossibles parce qu'ils n'ont pas le cœur
de laisser sans réponse des gens qui font appel à eux. Et en même temps, avec des délais effrayants. Et souvent des délais incroyables, d'autant plus incroyables que j'étais visiter ce qui se passait en Belgique, en Suisse, en Allemagne. En Suisse, les conseils des prud'hommes, quand ils ont un mois de retard, tout le monde en est malade. En Belgique, il y a ce qu'on appelle le tribunal du travail. Le tribunal du travail, c'est un tribunal qui joue tous les rôles que jouent ici les prud'hommes, les tribunaux d'affaires de sécurité sociale, les tribunaux du contentieux de la capacité. Bon, en Belgique, là, non seulement c'est à l'heure, ça fonctionne, mais en plus, ce sont les meilleurs magistrats, ce sont les carrières les plus importantes, les plus brillantes. Le tribunal du travail est en plus un tribunal où il y a un parquet social, c'est-à-dire qu'il y a un représentant de l'État, qui est l'auditeur du travail, qui intervient en faveur des gens qui ont besoin qu'on les soutienne. Bon, alors il y a même des gens qui n'ont pas d'avocat. Donc, quand on regarde ce qui se passe en Allemagne depuis un siècle, en Belgique depuis maintenant 30 ans, en Suisse depuis toujours, on se demande comment la France, qui était quand même à l'origine un des pays où le droit social était en avance, comment est arrivée à avoir une justice sociale aussi en retard, aussi... Alors, à l'abandon, je ne dirais pas qu'elle est à l'abandon, parce que grâce au courage et à la bonne volonté de magistrats ou de fonctionnaires ou de greffiers, ça tourne quand même, avec parfois la fureur des gens qui, au prud'homme, quand il y a une affaire renvoyée, qu'une décision est rendue avec 2 ans, 3 ans. Vous savez que l'État, je raconte ça dans mon livre, l'État, l'année dernière, a été condamné, l'année dernière, c'était l'année 2013, a été condamné 17 fois à des amendes, à des dommages-intérêts de plusieurs milliers ou dizaines de milliers d'euros pour retard, pour déni de justice, pour ne pas avoir rendu la décision dans les délais. Alors, quand on parle de ça dans les pays étrangers proches, encore une fois, je parle de la Belgique, de la Suisse et de l'Allemagne, les gens n'y croient pas. Et moi-même, je dois dire, je suis éberlué, non seulement de ce que j'ai vu, mais de voir que finalement, 1 an après, aucune mesure dans ce domaine, 2 ans après le changement de gouvernement, aucune mesure dans ce domaine n'a été prise, sauf celle qui est annoncée en ce qui concerne les prud'hommes, qui ne paraît pas de la meilleure Alors avant de laisser inspiration. la parole à Edoui, quand je vous ai dit le titre qu'on avait choisi, le travail en miettes, évidemment, vous voyez bien à quoi on pense, la précarisation constante du travail, l'inflation des CDD, les fameux CDI de plus en plus impossibles, de plus en plus introuvables, c'est de ça dont on va parler. Mais vous m'avez répondu, le travail en miettes, c'est surtout le code du travail qui est en miettes. Je vous ai d'abord répondu, le travail en miettes, c'est l'ouvrage d'un grand sociologue, un grand spécialiste de la sociologie du travail, qui était un homme de gauche, Georges Friedman, dont j'ai suivi les cours il y a plus d'un demi-siècle. Et le travail en miettes qu'il décrivait, c'était le travail parcellisé, la taylorisation au maximum. Les temps modernes de Chaplin, c'était une époque où on manquait de main-d'œuvre en France et on organisait la rentabilité du travail en parcellisant au maximum. Alors aujourd'hui, quand vous parlez du travail en miettes, évidemment, on n'est plus dans cette époque. Ce que je vous disais surtout, c'est le droit du travail en miettes. Le mouvement qui a lieu en ce moment en France, pas seulement en France, pas seulement depuis 2 ans, c'est un mouvement de déconstruction du droit du travail. Le droit du travail est un droit d'exception, c'est un droit qui dit non au code du civil, qui dit non au droit classique, au droit du libéralisme. Ce qui dit non, la liberté n'est pas complète. On ne peut pas embaucher des enfants dans les usines en 1834. On ne peut pas embaucher des femmes dans les mines. On peut pas. C'est un droit qui fait un droit d'exception et qui repose sur une action collective, puisque, on l'a vu depuis un siècle, tout le droit du travail a progressé sous la pression de l'action syndicale. Et les lois, en France en particulier, les lois progressistes en matière du travail ont toujours suivi les grandes manifestations syndicales. Même le repos hebdomadaire, même les mesures de 1919 ont été créées. L'Organisation internationale du travail, l'OIT, a été créée. C'est la première organisation internationale. Elle est créée par le traité de Versailles, dans le traité de Versailles. Eh bien, j'ai appris récemment que Clémenceau avait une telle trouille qu'il y ait une grève générale à ce moment-là, que c'est pour ça qu'il a proclamé un certain nombre de droits sociaux nouveaux. C'est donc la pression sociale, la pression syndicale. Et en France, ça a culminé avec, il faut dire, le Front populaire, la Libération. Et puis, dans quelques circonstances, auxquelles d'ailleurs j'ai participé modestement, avec les lois Auroux. Aujourd'hui, depuis quelques années, en France, on assiste à une déconstruction. Ce n'est pas un recul, c'est pas une démolition, c'est un mot exagéré. Effritement du droit du travail. Et c'est plus avancé dans d'autres pays. En Angleterre, c'est très avancé. Mais en France, il y a une espèce d'accélération récente, et je pense qu'on va en parler, de cette loi qui concerne souvent le droit du travail et qui n'associe même pas le ministre du Travail dans cette opération. C'est donc une situation juridique étrange, parce que le droit du travail, c'est un droit qui ne met pas la priorité
au contrat, mais qui dit la loi s'impose au contrat. C'est la loi qui protège, car le contrat peut asservir. Car l'employé, dans le Code civil, il était dit que le patron était cru sur sa parole, alors que l'ouvrier devait apporter la preuve. Ça a avéré que ça a duré un demi-siècle comme ça. Bon. Le droit du travail, c'est un droit qui dit non, la loi n'est pas la loi des parties. Le contrat n'est pas la loi des parties, sauf si ce contrat respecte la loi. Quelle loi ? La loi qui limite la durée du travail, les enfants, le repos hebdomadaire, etc. Et on assiste à un mouvement inverse, voulant rendre au contrat de travail ou au contrat collectif, la fonction qui a justement été conquise par le droit du travail, par la loi. Et ça, c'est un phénomène étrange. Edoui. Parlons-en justement de cette loi Macron, qui n'associe pas le ministre du Travail, qui est faite par le ministre de l'Économie, alors qu'elle concerne... Je peux vous interrompre ? Allez-y. On parle d'une loi, sous son nom, loi Aubry, la Auroux, lorsqu'elle a été votée et promulguée. Pour le moment, il y a un projet de loi qui s'appelle, avant le baptiser, imprudemment peut-être, disons, c'est l'article de loi... Vous voulez dire que M. Macron n'est pas encore rentré dans l'histoire ? Oh, si, sûrement, parce qu'il ressemble un peu à Emmanueli. Hein. Tous les deux étaient chez Rothschild, tous les deux sont entrés au gouvernement. Bon, mais revenons à... Parce que dans cet acte, parce qu'on ne l'a peut-être pas précisé, entre la justice des mineurs et le droit des salariés, d'abord c'est un acte militant de votre part. Hein. Vous avez été 20 ans en politique et 20 ans militant, et pendant le gros plutôt de votre activité, vous étiez au cœur de l'État, au cœur de l'administration, au cœur du service public. Hein. Et la retraite venue, Pierre Joxe fait ça de manière comme bénévole, comme un engagement, hein, la justice des mineurs et la justice des salariés. Donc vous découvrez cette réalité que vous nous faites comprendre, et à tel point que, y compris nous, les journalistes, on n'en prenait pas l'ampleur, autant de décisions que la justice pénale. Oui. Le nombre d'accidents du travail, 700 000. Chaque année, 40 000, une incapacité permanente, 500 sont mortels. Donc l'idée que le labeur et le malheur, ça existe, c'est une réalité concrète. Alors, pourquoi cette régression ? Et pourquoi, au clair, la gauche, aujourd'hui, qui est au pouvoir, accompagne cette régression ? Je ne sais pas. La gauche socialiste, disons. Il y a eu des éléments précurseurs. On aurait dû s'alarmer lorsqu'on a lu dans un journal il y a quelques années, il y a un an, c'était signé par un certain nombre de députés socialistes, dont Le Guen, qui depuis est devenu ministre des Relations avec le Parlement. Je cite, il faudra que Hollande s'attaque à un ultime et redoutable tabou national. S'attaquer à un redoutable tabou national, celui des rigidités d'un code du travail qui est devenu un puissant répulsif de l'emploi. Non pas un, mais une dizaine de députés socialistes puissent signer, un siècle après la création par Clemenceau du premier ministère du Travail, un siècle après le premier Code du travail, un siècle après les premières grandes lois sur le repos hebdomadaire, sur la durée du travail qui sont entrées, puissent signer un document en disant que le Code du travail est un puissant répulsif et que c'est un tabou national qu'il faut démolir, c'est stupéfiant. Sauf que, quelques années auparavant, Madame Parizeau, quand elle était présidente patronne du MEDEF, disait, c'est plus important ce qu'elle dit, « Nous préconisons une réforme de la Constitution afin de reconnaître le droit à la négociation et de permettre aux représentants des employeurs et des salariés de fixer les modalités d'application des principes fondamentaux du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale. » Ça, c'était il y a une dizaine d'années. Donc cette idée qu'il faut retirer au règne de la loi, retirer aux représentants de la souveraineté nationale la responsabilité, le devoir de fixer les règles dans le domaine du droit du travail, c'est une idée qui chemine lentement en France depuis quelque temps. Alors évidemment, elle éclot avec cette nouvelle loi, et on est d'autant plus stupéfait qu'on y trouve des choses ahurissantes. Par exemple, j'ai pris que deux textes, deux citations. Celle qui concerne... La loi dite peut-être Macron. Voilà, oui. La pénalisation de l'entrave. Vous savez que le délit d'entrave, empêcher des comités, des délégués syndicaux, des représentants du personnel de remplir leur mission, c'est un délit. Il y a du droit pénal du travail. Le droit du travail, c'est aussi en partie un droit pénal. Le patron qui fait entrave au fonctionnement du droit du travail, en particulier aux institutions représentatives qui ont été développées depuis la Libération, il peut être condamné à des peines, y compris de prison. C'est très rare. Bon.
Eh bien, figurez-vous que l'article 85 du projet de loi dont vous parlez prévoit que, par ordonnance, donc évitant le débat public, par ordonnance, le gouvernement pourrait renforcer le rôle, etc., réviser la nature et le montant des peines et des sanctions applicables en cas d'entrave. C'est-à-dire qu'on envisage de réduire le système des pénalités d'entrave, alors que je vous rappelle que ni la loi d'amnistie de 80, quand Mitterrand a été une grande loi d'amnistie, très large, elle n'a pas porté atteinte, elle n'a pas visé ça. Ni la loi d'amnistie de la droite en 95, ni la loi d'amnistie de 2002 n'a porté atteinte à cette espèce de règle un peu mythique, mais quand même qui veut dire que si un employeur viole le droit du travail dans certaines conditions, en particulier en faisant entrave au fonctionnement des institutions, il peut être condamné. Ça va être retiré. Moi, je ne comprends pas. Je pense que le débat aura lieu, mais là, comme c'est prévu par ordonnance, on voit bien que ça veut fuir le débat. Je pense que ce débat, il doit être porté très largement parce qu'il y a d'autres mesures dont je pourrais vous parler. Allez-y, allez-y. Moi, je vais apporter la dernière citation. Quand j'étais au Conseil constitutionnel, j'ai beaucoup souffert au Conseil constitutionnel. Pourquoi souffert ? Parce que j'étais très seul. Pendant quelque temps, il y avait mon ami Colliard, et on avait à peu près les mêmes opinions. Et puis ensuite, j'étais très seul. Il y a juste un autre qui est arrivé, que j'estime beaucoup. Vous voulez dire que les conservateurs étaient majoritaires ? Les conservateurs, plus les réactionnaires, étaient largement majoritaires. Les conservateurs n'étaient pas majoritaires, ni les réactionnaires. Mais à eux deux, ils étaient tellement majoritaires que moi, j'étais finalement solitaire. Mais je me suis battu pour certaines choses. Mais j'ai donc vu les saisines de mes amis du groupe socialiste. Alors, je vous ai apporté une. De quelle année ? Eh bien... 2008, non ? Je vous ai apporté une de 2000. J'en ai plusieurs, vérifier. Plusieurs, allez-y. Mais celle de la plus intéressante, je pense, parce qu'elle est signée Sapin, Hérault, Hollande, Leroux, Valls, Cambadélis, Bartolone. Bon, là, c'est la décision DC 2008-568 du Conseil constitutionnel qui attaque quoi ? Qui attaque une disposition du projet de loi, la loi qui avait le titre « Loi portant rénovation de la démocratie sociale ». Vous imaginez ce qu'il faut y avoir dedans. Ils ont attaqué, à juste titre, ils ont attaqué sur le fait que, je cite, « La loi doit déterminer elle-même les principes fondamentaux du droit du travail et encadrer le champ ouvert à la négociation collective. » C'est-à-dire que cette saisine par le groupe socialiste du Conseil constitutionnel rappelle le principe sacré que c'est la loi qui fixe les principes. Mais dans le droit du travail, elle doit aller jusqu'à encadrer le champ ouvert à la négociation collective. Ce qu'on ne doit pas laisser à la négociation collective, où toujours, finalement, le patronat est plus fort que les organisations syndicales, sauf dans les grandes périodes de crise, type Front populaire ou Libération, ça a été signé. Ce qui est exactement l'inverse de ce que dans la future loi Macron, on appelle l'ANI, c'est-à-dire l'accord national interprofessionnel. Oui, mais l'ANI, ça, on l'a vu l'année dernière. Et je cite que le Conseil constitutionnel avait décidé, donc, il disait, les dispositions contestées prévoient, c'est à propos de la contrepartie obligatoire, on amène au congé, au repos dominical et aux heures supplémentaires. Le Conseil constitutionnel relevait, les dispositions contestées prévoient une contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel, mais supprime tout encadrement de sa durée minimale ou des conditions dans lesquelles elle doit être prise, alors que par ailleurs, le seuil de déclenchement n'est pas lui-même encadré par la loi. Donc le groupe socialiste saisit le Conseil constitutionnel. Attention, c'est la loi qui décide ça. Le Conseil constitutionnel, vous avez raison, et il censure. Et ça concernait de fait déjà le travail du dimanche. Ça concernait les heures supplémentaires, le travail, toute cette problématique. Donc ce n'est pas un phénomène nouveau, ce n'est pas quelque chose et c'est absolument ahurissant. Qu'est-ce que vous pensez, par exemple, du débat sur... Vous êtes d'accord sur le dimanche, vous êtes d'accord avec la tribune de Martine Aubry ? Alors, je vais peut-être vous étonner, je n'ai pas lu la tribune de Martine Aubry. Parce que vous ne lisez plus que Mediapart, en fait. Oui, je lis beaucoup Mediapart, mais je n'ai pas besoin de lire la tribune de Martine Aubry pour savoir ce qu'elle en pense. Martine Aubry, elle a été l'excellente collaboratrice de Auroux, elle a ensuite été ministre du Travail, et comme tous les gens qui ont un peu d'expérience dans ce domaine, savent très bien que le développement du travail du dimanche, d'abord, l'existence du travail du dimanche, elle est nécessaire, parce qu'il y a les hôpitaux, il y a les transports en commun, ne parlons même pas de la police, etc.
Mais le développement du travail du dimanche dans le commerce, et le commerce, c'est quand même aujourd'hui la grande activité principale dans laquelle il y a les salariés les plus faibles, les moins qualifiés, les plus nombreux, les plus remplaçables. Le développement du travail du dimanche, il est exclusivement destiné aux intérêts des groupes de la grande distribution. Exclusivement. Pas principalement, exclusivement. Et là, c'est un débat qui va avoir lieu, je pense. Mais évidemment, là aussi, on ne comprend pas très bien pourquoi. Je pense que c'est un cheval de bataille qui est fait pour rompre. C'est-à-dire ce genre de position de négociation. On demande 14 pour avoir 3. Mais en même temps, dans votre livre, vous parlez à la fin, Pierre Joxe, vous dites quand la gauche reviendra au pouvoir, mais elle était déjà revenue au pouvoir, il faudra désarcosifier, c'est votre expression. Oui. Là, on a l'impression qu'au contraire, on marche, mais alors entièrement sur sa lancée. C'est-à-dire que lui en avait fait un cheval de bataille. Le travail dominical et justement donner raison aux plus grandes surfaces qui veulent absolument qu'on travaille le dimanche pour ruiner la petite concurrence. Parce qu'il y a ça, au fond. On en parlera tout à l'heure avec nos invités. Mais quel effet ça fait de se dire que la gauche au pouvoir va plus loin que le président de droite qu'elle a remplacé? Non, d'abord, la gauche n'a pas remplacé un président. Il y a un élu par la gauche qui a remplacé un président élu par la droite. Vous savez très bien que les conditions dans lesquelles fonctionne le gouvernement actuel sont aussi surprenantes, puisque le Parti socialiste avait choisi un candidat parmi 3. Il y en avait un seul qui avait eu un résultat très faible dans l'investiture primaire, c'était Valls, avec 5%. Évidemment, 2 ans après, quand il gouverne la France, beaucoup de gens sont surpris. Mais enfin, c'est comme ça fait partie d'un jeu institutionnel et des surprises qu'on peut avoir. Et la gauche, dans son programme, n'a jamais envisagé des réformes du droit du travail de gens du sens qui sont aujourd'hui. Donc il y a un problème interne, non pas à la gauche, je dirais même pas au Parti socialiste, parce que interne au groupe socialiste. En vérité, le groupe socialiste aujourd'hui, on voit bien, je regrette souvent qu'on appelle les frondeurs. Les frondeurs, c'était des frondeurs contre la monarchie absolue. C'est une très mauvaise image. À la limite, les vrais frondeurs, c'est pas eux. Les problèmes fondamentaux du droit français sont très anciens, c'est les droits de l'homme. Mais les droits de l'homme ont été complètement transformés au cours du 19e et 20e siècle avec l'introduction du droit social. Donc la démocratie libérale n'aime pas le droit social. Et la France a progressé dans la voie du droit social avec Jaurès, avec Clémenceau, qui a créé le ministère du Travail, avec les assurances sociales, avec le Front populaire, avec la Libération, etc. Et ça s'est construit, c'est une construction continue, par étapes, par paliers, qui va dans le sens d'un progrès, à tel point que quand on va à l'étranger, les manuels français de droit du travail, l'histoire du droit du travail, elle est connue. Donc là, on est à contre-emploi de notre histoire, on est dans une phase qui éberlue n'importe qui. On est à contresens même. On est à contre-emploi parce que la gauche n'a pas été élue pour faire une politique aussi surprenante. Surprenante parce qu'elle ne va pas du tout dans le sens de l'histoire de la gauche. Et je pense que c'est quelque chose qui va se débattre dans les mois, dans les semaines qui viennent, parce que toutes ces questions que vous avez évoquées, ce n'est pas par hasard qu'on évoque le fait de prendre par ordonnance. Et Pierre Joxe, quand même, est-ce que vous avez dit on est presque éberlué? Oui. Est-ce que ça veut dire que vous parliez du groupe socialiste, vous avez été président du groupe socialiste, vous avez été une figure de ce qui a permis l'alternance et que la gauche socialiste arrive au pouvoir. Est-ce que ça veut dire que vous êtes comme nous tous, tétanisés, surpris, donnant votre langue au chat, ou est-ce que vous pouvez nous donner, parce qu'il faut qu'on comprenne pour agir, il faut qu'on comprenne. Vous parliez du ministère du Travail, François Rebsamen a été quelqu'un qui a travaillé avec vous très longtemps, qui a été un de vos proches dans le passé. Donc, comment nous donner l'explication de ce qui se passe? Alors, je ne suis pas tétanisé. D'abord, je suis vacciné contre le tétanos. Régulièrement, on les rappelle. Je ne donne pas ma langue au chat. D'accord. Et je n'ai pas d'explication. Je n'ai pas d'explication sur ce qui se passe en ce moment. D'ailleurs, une grande partie des Français, même pas seulement de gauche, ne comprennent pas très bien ce qui se passe. Ils sont étonnés. Parce que, en effet, il a été annoncé une politique économique ayant un certain nombre d'objectifs louables, la lutte contre le chômage, avec des moyens qui paraissaient en effet peut-être importants, et des milliards, et pacte de responsabilité. Et je pense que les Français se trouvent devant une situation un peu comparable à celle qui a eu lieu après le référendum sur l'Europe. À gauche, le référendum 2005. sur l'Europe... Oui, à gauche, le référendum sur l'Europe a partagé la gauche, a divisé la gauche. Le Parti socialiste était profondément divisé.
Et moi, j'étais de ceux qui étaient contre cette prétendue Constitution européenne. Avec Fabius et quelques autres, nous avons fait campagne. Certains nous ridiculisaient. Vous avez tort, vous êtes à contre-courant de l'histoire, d'ailleurs vous allez balayer le référendum, etc. Et les Français ont voté non. Les Français ont voté non, mais personne n'en a tenu compte, et particulièrement pas le Parti socialiste. Bien, ça me rappelle autre chose. Dans le passé, c'est pendant la guerre d'Algérie, les élections du 2 janvier 1956, les Français ont voté pour Mendès France. Ils ont voté contre les guerres coloniales, contre la guerre, contre la torture qui commençait à se développer. Et ils ont gagné. Moi, c'est la première fois que je votais. On a gagné, puisqu'on était majoritaire. Sauf que ce n'est pas Mendès que Coty a appelé, c'est Guy Mollet. Et on a eu l'inverse. Donc, je pense que la situation actuelle a quelque chose de commun avec ces périodes de balancement. Le Parti socialiste, à cette époque-là, déjà, s'était divisé sur la communauté européenne, la communauté européenne de défense qui avait partagé, l'Algérie, récemment l'Europe. Je pense qu'il va y avoir une profonde réflexion, pas seulement à gauche, parce que vous avez pris la prise de pouvoir, vous avez dit la prise de pouvoir par la gauche socialiste. Non, nous avons pris le pouvoir, nous avons occupé le pouvoir après une victoire de l'Union de la gauche. L'Union de la gauche qui comprenait un parti socialiste qui avait beaucoup grandi, un parti communiste qui n'était pas une quantité négligeable, et d'autres forces de gauche. C'était déjà une forme de ce que Jospin appellera plus tard la gauche plurielle. Donc je ne pense pas qu'il puisse y avoir une victoire de la gauche dans un pays quelconque, soit en France ou ailleurs, sans qu'il y ait un rassemblement de toutes les forces de gauche. Je pense que c'est une période de réflexion qui commence seulement maintenant, en particulier avec ces lois qui sont tellement à contre-courant de l'histoire de notre droit social. Vous êtes toujours membre du Parti socialiste? C'est toujours votre famille? C'est ma famille. J'ai fondé le Parti socialiste. J'ai participé à sa création. C'est même la seule première fois que j'ai adhéré à un parti. Et pour vous dire la vérité, j'ai un petit problème, c'est que, comme beaucoup de sections du Parti socialiste, elle est devenue un peu, comment dire, théorique. Qu'est-ce que vous répondez aux gens, Pierre Joxe, qui sont très durs en ce moment, mais on lit ça souvent ici et là, et parfois sous des signatures honorables, qui disent en gros que ce qu'est en train de faire la gauche, sur les questions dont nous venons de parler, de droit du travail, de protection des salariés, la droite n'aurait jamais osé le faire, parce que justement, elle aurait mis la gauche dans la rue. Non, c'est pas vrai que la droite n'aurait pas osé le faire, elle l'a fait. Il y a eu la loi Borloo, il y a eu beaucoup de lois antérieures, plus ou moins avancées, et puis c'est pas le problème. Le problème, c'est ce qu'il y a devant nous. Ce qu'il y a devant nous en Europe. Ce mouvement de déconstruction du droit du travail n'est pas particulier à la France. Il est beaucoup plus avancé en Angleterre. On ne sait pas ce qui va se passer en Italie. En Allemagne, on voit. Bon. Donc, ce qui est devant nous, c'est qu'est-ce que l'opinion publique française va faire dans les temps qui viennent avec une problématique de droit social. Parce qu'il n'y a pas que le droit du travail. Dans mon livre, je parle des juridictions sociales. Il n'y a pas que les prud'hommes. Les tribunaux des affaires de sécurité sociale. Toutes ces juridictions qui s'occupent de juger le droit au logement, les prestations familiales, les prestations sociales, elles brassent. Qui sont les gens qui sont devant ces tribunaux? Ce sont tous, à 98% des gens qui sont, je ne parle pas des prud'hommes, vous avez des grands salariés, des cadres importants, mais devant les juridictions sociales de base, ce sont que des gens pauvres ou très pauvres, et en plus en position de faiblesse économique, sociale, culturelle, personnelle, etc. Et là, je pense qu'il y a quand même un certain danger à voir, comme on l'a vu aux élections européennes, qu'on ne doit pas surinterpréter, parce que quand personne ne participe, ou presque, à une élection, on ne peut pas prendre les résultats comme ce n'est pas un vrai sondage. Le faible taux de participation aux élections européennes atténue le choc du résultat du Front National. Il l'atténue, mais il ne le gomme pas. Et on préférerait, même à des élections où il y a un faible taux de participation, on préférerait que la gauche ait un taux élevé. Bon, ce n'est pas le cas. Donc je pense que cette problématique qui est devant nous, c'est plutôt comment va évoluer la gauche. Ça, moi, je me suis retiré de la vie politique depuis 20 ans. Et comment va évoluer l'extrême droite, et comment les uns et les autres vont évoluer en face les uns des autres. Comme il y a des élections départementales, en principe, dans quelques semaines, et encore une autre série d'élections locales dans quelques mois, à la fin de l'année, forcément, l'année 2015 va être une année de profonde réflexion à gauche, profonde, dans la population française, et en particulier chez les gens de gauche. Mais aussi, sans doute, chez les gens qui sont classés politiquement ni à gauche ni à droite,
se demande vers où on va. Parce que la sécurité sociale, le droit du travail, les délégués du personnel, tout ça, c'est des institutions qui, dans l'ensemble, elles ont été cristallisées à la Libération. Elles ont été cristallisées dans les années 45-46. Il y a eu ce qui a eu lieu avant, et le Front populaire, etc. Et il y a eu ce qui a eu lieu après, qu'il a élargi. Or, la Libération, c'est une période où la France est optimiste parce qu'elle est libérée. Les Allemands sont partis, ils sont battus, la République est restaurée, Pétain est chassé, Laval... Et la France se reconstruit, et se reconstruit avec espérance. Et elle reconstruit, pour commencer, un système social qui est encore aujourd'hui, qui est encore là. Il a été élargi par certaines mesures, en particulier Aubry. Il a été abîmé par certaines réformes, mais il est encore là. Alors là, le problème qui se pose quand on regarde ce qui se passe en Angleterre ou aux États-Unis, c'est est-ce qu'il sera encore là dans 20 ans? Alors c'est ça que je pense que ça va être un grand sujet de réflexion dans là et les années qui viennent. Edoui, pour Dernière conclure. question. Vous avez évoqué la figure de Mendes France, à l'initiative de votre ami qui est décédé en 2013, le même jour que Stéphane Hessel, Françoise Seligman. En 2011, dans un numéro de sa revue, Après-demain, vous rendiez hommage à Mendes France, et je cite la conclusion de votre article. 30 ans après le décès de Pierre Mendès France, un demi-siècle après la mort de la 4e République, on sait de quoi les républiques peuvent être malades. À en mourir quand elles bafouent les libertés et renient le droit. Le souvenir de Mendès France est comme un fantôme qui hante notre histoire contemporaine, le fantôme de la clairvoyance et du courage politique. Hélas, tous les fantômes ne sont pas des revenants. Ce numéro d'Après-demain, c'est pas mal, ça, hein? C'est bien, c'est pour ça que nous le... Mais ce n'est pas très... Mais ce n'est pas très gai, ce n'est pas très gai, hein. Tous les fantômes, hélas, ne sont pas des revenants. Mais vous terminez... Ce numéro, c'était ça ma question, s'intitulait « La République en danger ». Ouais. Aujourd'hui, pensez-vous que la République est en danger? La République est toujours en danger, et puis elle est... La France, je pense, a une chance, c'est qu'elle a une tradition historique de lutte politique très forte et qui a connu des hauts et des bas, bon, et que ça peut la protéger plus que d'autres pays. Je suis plus inquiet quand je vois certaines tendances en Italie ou même en Allemagne. Je pense pas que la République soit en danger, ou alors elle est toujours en danger, mais je pense que c'est pas ça. Ce qui est en danger, c'est l'espérance. Elle est en danger si on ne s'occupe pas de l'espérance, si on ne s'engage pas, si on ne résiste pas. Non, c'est l'espérance qui est en danger. Parce qu'une république sociale, la France est une république sociale, c'est la Constitution. Elle dit quoi? Que la République n'est pas seulement la loi de la majorité, la majorité ne peut pas opprimer. Elle dit que la République a pour fonction d'élaborer une société dans laquelle les chances des enfants ou les possibilités des hommes et des femmes tendent vers l'égalité. Ce n'est pas l'égalitarisme, c'est d'améliorer, d'aller vers l'égalité. Et ça, c'est une espérance. C'était l'espérance très forte de la Libération, c'était l'espérance très forte de la Révolution de 1848, de la Commune de Paris, du Front populaire, et à certains moments dans l'histoire, avec Mendès, avec Mitterrand aussi. Donc, et cette espérance-là, mais il ne faut pas qu'elle meure. Merci infiniment d'avoir été avec nous pendant la toute première partie de cette émission. Merci Edoui. Il est 9h. On va vous montrer un petit montage qui rebondit exactement sur ce que vous venez de dire, Pierre Joxe. C'est François Hollande pendant la campagne présidentielle, je crois que c'était à Lille, qui parlait justement de sa conception du repos dominical consacré à la famille, à la culture, aux loisirs, aux associations, et puis ce qu'ils en disent, on a envie de dire aujourd'hui, pour comparaison. Et puis Laurent Mauduit va venir me rejoindre et on parlera avec nos 4 premiers invités de ce travail en miettes et de savoir si cette fameuse loi Macron fait des miettes encore plus petites. Le combat de 2012, c'est de préserver le principe du repos dominical, c'est-à-dire de permettre aux travailleurs de consacrer un jour de leur semaine à leur famille, au sport, à la culture, à la liberté. Et j'y veillerai.
faut savoir ce que nous voulons. Est-ce que nous souhaitons que les millions et les millions de touristes, et notamment chinois, qui viennent sur la capitale, partent ou non le dimanche sur Londres pour faire leurs courses? Je pense que pour des raisons évidentes, économiques, d'attractivité, de création d'emplois, ouvrir un certain nombre de magasins dans un certain nombre de zones touristiques bien ciblées me paraît être le bon sens. Mais à chaque fois, cela doit se faire avec des contreparties claires pour les salariés. Et vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de Françaises et de Français qui, le dimanche, travaillent dans des usines. Ça choque personne. Or, pour les usines, il y en a beaucoup qui fonctionnent le dimanche. Et vous savez, il y a beaucoup de Françaises et de Français qui travaillent aussi dans des services culturels, de sécurité sanitaire. On n'a jamais vécu ça comme une régression sociale. Les jeunes Françaises et les jeunes Français, le dimanche, ils n'ont pas tous la chance de déjeuner en famille, de pouvoir faire une sortie culturelle ou une balade au parc. Il y a beaucoup de Françaises et de Français qui aimeraient travailler le dimanche pour précisément pouvoir se payer le cinéma. Il faut regarder la France, des banlieues, des quartiers périurbains, où travailler aussi le dimanche, ce sera des opportunités qu'on recrée. Parce que ce sera aussi choisi, parce qu'on protégera mieux. Emmanuel et donc il ne faut Macron. pas réduire la société à un seul modèle, il ne faut pas réduire la société à une seule vision. Il y a beaucoup de Françaises et de Français qui veulent aussi qu'on leur redonne ces opportunités. Tout ça, il faudra que vous en convainquiez la majorité. Est-ce que vous êtes certain d'avoir une majorité pour voter ce texte à l'Assemblée? Mais nous allons la construire. Nous allons la construire. Laurent Mauduit de Mediapart, spécialiste des questions économiques, m'a rejoint pour animer donc ce premier plateau consacré au travail en miettes à l'heure de la loi